y a plus de 10 000 ans, d'immenses calottes glaciaires recouvraient le nord de l'Europe, la Suisse et en Amérique, tout le Canada et le nord des États-Unis. C'était l'époque glaciaire. Pour en comprendre l'histoire, nous avons étudié nos glaciers actuels. Pendant plus d'un siècle, géologues et glaciologues croyaient que ces grands glaciers, appelés inlandsis, ont disparu progressivement et calmement. Mais à partir des années 60, des scientifiques commencent à soupçonner que les eaux de fonte glaciaire aient souvent déferlé en de gigantesques débâcles, ravageant tout sur leur passage. Dans les décennies qui suivent, les géologues ne cesseront de dévoiler les cicatrices de ces catastrophes sur des territoires en Scandinavie, dans les îles britanniques, en Suisse, en Sibérie, dans les monts Altaï, dans l'Himalaya et en Alaska. On croit même que la Manche fut creusée par un cataclysme. Cette interprétation de phénomènes régionaux fait maintenant consensus. Et voilà que dans les années 80, des géologues canadiens lancent une nouvelle controverse. Selon eux, les paysages glaciers portent les marques de catastrophes de plus grande ampleur qui se mesurent à l'échelle continentale. Plusieurs géologues d'autres pays se rallient maintenant à cette théorie. La communauté scientifique se divise. Nous vous invitons à plonger nos regards au cœur de la controverse. On sait depuis longtemps que l'eau des fontes des glaciers a causé des catastrophes. L'un des meilleurs exemples, c'était Chanelitz-Kablan. Ça, c'est dans l'État du Washington, aux États-Unis. Il y avait Harlan Bretz qui faisait la cartographie dans les années 30 et ses conclusions, c'était que justement, le paysage avait été martelé par une forme de gros déluge. Et ça n'a pas été sans controverse. La controverse a duré des années. On croit maintenant que la Manche a été creusée par une catastrophe, genre déluge. Ces déluges peuvent être locales ou régionales et c'est plus nécessairement controversé. Il y a quand même une controverse qui persiste. C'est l'idée que les eaux de fonte de glaciers auraient pu être assez gigantesques pour causer une catastrophe à l'échelle, disons, continentale ou presque. Avant de se plonger au cœur de la controverse, penchons nos regards sur les savoirs qui font consensus. Et pour cela, nous allons apprendre à distinguer entre les deux agents d'érosion glaciaire, soit l'action abrasive du glacier à sec et l'érosion par l'eau de fonte. Nous sommes avant tout familiers avec les glaciers alpins. La neige s'accumule sur le glacier pendant la saison hivernale, celle-ci se comprime sous son propre poids et devient de la glace. Cette glace nous semble bien solide et immobile, mais en fait, à l'échelle de nos paysages alpins, le glacier se comporte comme un fluide visqueux. Par gravité, le glacier coule comme un fleuve, mais très lentement. Ce mouvement est donc imperceptible à nos yeux. Cette matière est semi-plastique, surtout en compression. Au contraire, sous les tensions, elle devient cassante, c'est-à-dire moins ductile. Dans cet exemple, la glace coule le long d'une pente non uniforme. Devant une saillie, le glacier est sous tension et se crevasse. En passant dans une dépression, les cristaux de glace se compriment. Sous ces conditions, la glace redevient plus plastique. Nous verrons comment cette propriété est un facteur important dans notre étude. Lorsque l'on observe un fleuve de glace en milieu alpin, on y voit un important réseau de crevasses. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au-dessous de 100 mètres de profondeur, ces crevasses se referment sous la pression de la glace. Sous ce régime, la déformation est essentiellement plastique. La glace se recristallise continuellement, s'imperméabilisant contre l'infiltration de l'eau de surface. Néanmoins,
Cette eau peut pénétrer jusqu'à la base du glacier en s'écoulant le long de son assise rocheuse que l'on appelle les rebords de l'auge. Or, comme nous verrons plus loin, les assises d'un inland sea sont très différentes. Leur épaisseur est telle que l'eau de surface ne pourrait en atteindre la base. Cependant, le flux géothermique dégagé par la croûte terrestre fait fondre la glace en partie. Les glaciers alpins sont certes très différents des glaciers continentaux. Ils sont de plus petites dimensions et ils s'écoulent par gravité le long d'une pente. Toutefois, ils ont beaucoup aidé à comprendre les immenses glaciers de l'âge de glace. Les inland seas s'avancent sur leur périphérie en s'affaissant sous leur propre poids. La glace en elle-même n'a aucun pouvoir abrasif. Sa dureté est tellement faible qu'elle ne pourrait même pas rayer le roc. Sous l'action de gel et dégel successifs, le socle rocheux libère de gros cailloux qui s'incrustent dans la glace. En d'autres mots, le glacier se fait des dents et acquiert ainsi un important pouvoir abrasif. C'est ainsi que la glace se refait constamment de nouvelles dents pour mordre davantage le roc à sa base. Ces débris vont être charriés par l'eau et la glace. En s'accumulant, ils formeront la moraine glaciaire. Lorsqu'un glacier fond dans sa totalité, on peut apercevoir toute une variété de dépôts de moraine. Ici, je n'en mentionnerai que deux sortes. La moraine frontale, c'est l'effet bulldozer qui s'exerce sur le front du glacier, et la moraine de fond formée sous le glacier. Il en existe d'autres types, comme les moraines latérales et médianes, plus spécifiques aux glaciers alpins. Au Canada, les anciens glaciers ont transporté d'énormes blocs sur des milliers de kilomètres. On appelle ces roches blocs erratiques, ou en anglais boulder. De plus, les glaciers laissent des traces de leur mobilité sur le socle rocheux, et les graviers et les roches peuvent s'incruster dans la glace, s'en détacher, rouler et s'y réincruster à nouveau. Le socle va donc se polir et se rayer, formant ce qu'on appelle des stries glaciers. Une roche peut appuyer très fortement en un point et causer des marques que l'on nomme un coup de gouge, des lunules de broutage, des fractures conchoïdales. Les stries sont parallèles et indiquent la ligne de mouvement du glacier. Mais ce sont les lunules et les coups de gouge qui indiquent le sens du mouvement. Toutefois, ces traces sont superficielles, avec peu de relief. Plus impressionnante est l'observation de ce qu'on appelle des roches moutonnées. Sur son parcours, un glacier peut rencontrer un obstacle. Cette résistance aura deux impacts sur le socle rocheux. Premier effet, une forte érosion en amont de l'obstacle. Deuxième effet, cette pression plus élevée en amont fera fondre la glace. En revanche, la pression de la glace se relâche en aval pour laisser une cavité où s'accumule l'eau. Cette eau pénètre les fractures du rocher et le font éclater au moment du gel. Les blocs dégagés peuvent ensuite s'incruster dans le glacier. Au final, une roche moutonnée est un dôme arrondi en amont et irrégulier en aval. Les roches moutonnées sont donc de bons indicateurs de la direction de l'écoulement du glacier.